Bonjour Christophe Deloire, vous êtes secrétaire général de Reporters sans frontières. C'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Vous avez dit, je crois, le journalisme est un vaccin qui est bloqué dans un grand nombre de pays, un vaccin contre finalement la désinformation. Oui, quand on regarde la délibération publique dans un certain nombre de pays, où parfois on a des dirigeants au Venezuela, au Brésil, dans tant de pays, qui eux-mêmes propagent de la désinformation sur les moyens de venir à bout de cette pandémie, sur les médias eux-mêmes. Qui fait le travail d'aller enquêter, d'aller établir les vérités? C'est des journalistes. Et ce vaccin contre la désinformation qu'est le journalisme, il est bloqué, d'après les chiffres établis lors de la publication du classement mondial de la liberté de la presse, dans 73% des pays, partiellement ou totalement bloqués. Oui, on va voir d'ailleurs des images qui montrent ce classement. C'est un classement qui se dégrade d'année en année. En tout cas, la zone blanche sur la carte de la liberté de la presse, la carte mondiale, qui est la zone où les pays où la liberté de la presse est la plus satisfaisante, cette zone, elle est en train de se réduire. Il y a par exemple un pays qui en est sorti cette année, qui est l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, il y a eu des manifestations, disons-le, complotistes, très sceptiques sur les vaccins, et lors desquels il y a eu des violences assez graves contre les journalistes. Oui, je voudrais qu'on regarde quelques instants ce clip, regardez. The Hong Kong government has become a puppet of the Chinese government. Le régime en Algérie ne tolère plus un exercice libre et indépendant de la presse. Et là, on remonte comme ça. Et finalement, on se dit, tant de pays qui ne respectent pas la liberté de la presse. On est malheureusement à un moment, là, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse, donc aujourd'hui, où les crises que traverse le journalisme, elles sont multiples et elles s'amplifient les unes les autres. Une crise géopolitique avec des pays autoritaires qui veulent imposer un nouvel ordre mondial de l'information, une crise démocratique avec une polarisation de plus en plus grande à l'intérieur des sociétés, une crise économique des médias qui est amplifiée par la Covid, et une crise technologique avec des sociétés technologiques qui aujourd'hui ont un pouvoir absolument faramineux sur la délibération publique et sans qu'il y ait eu de garantie démocratique qui ait été posée. Bref, cette décennie, elle peut être décisive pour le journalisme. Elle sera décisive même. Et on est à un moment où il faut arriver à ressusciter de la mobilisation, et notamment des dirigeants politiques, sur ces questions, pas simplement pour qu'ils respectent peu ou prou la liberté de la presse, mais pour qu'il y ait un engagement majeur en faveur du journalisme, pas pour aider une corporation, mais parce que l'enjeu, c'est le droit à l'information. Le droit à l'information, c'est un droit pour tous, et c'est un droit dont je crois chacun a pu se rendre compte du caractère précieux lors de cette épidémie. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on dit que le journalisme est un pilier des démocraties, ce qui est une évidence, mais disons-le, une chose assez souvent répétée, ça peut paraître ténu ou un peu conceptuel. Quand en revanche chacun se rend compte que c'est sa propre santé, sa propre survie qui est en jeu, si les manipulations de l'information sont trop importantes, si la désinformation est trop large, s'il y a ce qu'on appelle des infodémies. Les infodémies, c'est un terme qui a été inventé par l'Organisation mondiale de la santé, qui a dit il y a l'épidémie d'un côté, il y a les infodémies de l'autre, qui nourrissent aussi la première, mais qui sont aussi graves. Et ces infodémies, il faut lutter. Oui. On a besoin d'un vaccin. Le journalisme est un vaccin. Oui, mais alors ça veut dire aussi que finalement cette crise, cette pandémie a servi de prétexte à restreindre dans de nombreux pays la liberté de la presse. En fait, elle a eu deux effets. D'abord, effectivement, dans plus de la moitié des États membres de l'ONU, il y a eu des restrictions de la liberté de la presse liées à l'épidémie ou arguant de l'épidémie. Oui. Il y a eu des États qui ont appliqué la stratégie du choc, c'est-à-dire qui ont profité de cette épidémie pour faire passer des mesures qui n'auraient pas pu passer en d'autres temps. Et puis il y a un deuxième effet, là, au niveau des pratiques, moins au niveau politique, qui est la fermeture des accès. C'est le fait que le travail journalistique consiste à aller sur le terrain, à rencontrer des sources. Et ça a été rendu beaucoup plus difficile. Alors on dira, mais il n'y a pas que les journalistes pour lesquels ça a été plus difficile, évidemment. Et que les précautions sanitaires aient aussi été imposées aux journalistes, c'est
largement légitime. Mais il y a eu des cas où ça a été utilisé comme prétexte. Et la question aujourd'hui, c'est est-ce que ces accès vont se réouvrir ? Est-ce que cette fermeture des accès va être pérennisée ? Pourquoi ? Parce que dès avant l'épidémie, il y avait des verrouillages de plus en plus forts. Ici, plus grande difficulté à obtenir des informations sur l'administration. Tel pays qui ferme des zones au motif de la sécurité des journalistes. Telle entreprise qui impose dans ses contrats de travail de ne plus parler aux journalistes, etc., etc. Et cette fermeture, on la percevait avant, mais elle s'est accrue avec l'épidémie. Et c'est une forme d'imposition des relations publiques, de la communication quand ça n'est pas de la propagande, qui est extrêmement dangereuse pour le pluralisme, parce que déjà que sur le numérique, tout favorise une forme de propagande où chacun fait sa communication sur soi. On a besoin de tiers de confiance, on a besoin de gens dont les méthodes, les principes éthiques permettent d'apporter de la fiabilité à l'information. Oui, on voyait dans ce clip-là qui présentait ce classement. Sur 180 pays, il y en a une trentaine qui respectent vraiment la liberté de la presse, et encore. Des pays qui sont donc en blanc sur cette carte, c'est-à-dire où la situation est vraiment très satisfaisante, il y en a un peu moins de 15. Mais tout le reste n'est pas au niveau des pires dictatures de la planète. Il y a évidemment une gradation. Mais l'inquiétude, c'est qu'il y a une multiplication des facteurs d'affaiblissement du droit à l'information. Et ça, il ne suffira pas de regarder passivement. Donc, le 3 mai, c'est une journée de mobilisation. Donc, je vais en profiter pour mobiliser. Moi, j'appelle les responsables politiques, évidemment les praticiens, les journalistes, les gens de médias, mais aussi l'ensemble du public, et notamment vos téléspectateurs, à se mobiliser, et notamment en soutenant évidemment les campagnes de RSF. Aujourd'hui, on lance une campagne sur une journaliste qui peut sembler à beaucoup d'entre nous au bout du monde, aux Philippines, oui. Maria Ressa, qui incarne le journaliste, une journaliste d'investigation, ancienne correspondante de grands médias américains aux Philippines, et qui est persécutée. Le mot n'est pas trop fort, par le régime de Duterte, ce régime qui laisse des assassinats se perpétrer. Elle est l'enquête, et donc elle fait l'objet de nombreuses poursuites pour fraude fiscale et pour diffamation. Elle a eu, rien qu'à elle seule, 10 mandats d'arrêt. Maria Ressa, c'est vraiment quelqu'un qui incarne le journalisme. Moi, je demande à tous ceux qui sont sceptiques sur les journalistes, qui les critiquent, regardez ce que fait Maria Ressa et ce que font quelques autres. Il n'y a pas que Maria Ressa. Et vous allez lui remettre un prix, je pense à Khaled Drahmi. Donc c'est aussi une victoire internationale que finalement sa libération en Algérie. Oui, on a tous été évidemment heureux de la libération du correspondant de TV5 Monde en Algérie, qui est aussi le correspondant de Reporters sans frontières, et qui a montré que les campagnes internationales, ça marche. Il a eu des soutiens. Maintenant, malheureusement, il y a eu d'autres condamnations depuis en Algérie, et la situation de la liberté de la presse est encore plus que précaire. Elle est elle est encore assez sinistre en Algérie, mais on voit qu'il y a des jeunes journalistes, et Khaled Drahmi, c'est vraiment l'exemple de ces jeunes journalistes dans l'ensemble du monde qui ont des nouveaux codes, qui parlent avec une liberté formidable, et qui, avec cette liberté de ton, défendent la liberté tout court. Oui. Comment on explique qu'il y ait 59%, je crois, des sondés dans la plupart des pays contrôlés, qui disent que les journalistes aujourd'hui ne disent pas la vérité, qu'ils propagent volontairement de fausses informations? Alors, il faut se méfier sur ces sondages, d'ailleurs, sur la confiance envers les journalistes, parce qu'on se rend compte que parfois, c'est dans les dictatures que la confiance est la plus forte. Parce qu'en fait, on dit beaucoup sur la capacité, sur la liberté qu'on a à répondre à ces sondages. Mais néanmoins, alors il y a des critiques légitimes vis-à-vis des journalistes, et qu'il faut que nous, en tant que journalistes, on reçoive. Et non seulement on reçoive, qu'on absorbe, qu'on y réfléchisse. Enfin, et on pourrait faire une émission de 3 heures sur le sujet. Je ne suis pas certain que vous ayez ces 3 heures. Mais il y a aussi aujourd'hui un espace public, un espace digital qui fait que chacun peut aller trouver confirmation de ses propres présupposés en allant sur un site, même si les choses ne sont pas vérifiées. Et on est dans un système qui aujourd'hui favorise la défiance. Là, on devrait trouver les moyens de recréer un système qui favorise la confiance. Et là-dessus, Reporters sans frontières a lancé des initiatives, et notamment la Journalism Trust Initiative, qui permettra, sans qu'il y ait de décision discrétionnaire, sans qu'il y ait soit un État, soit une plateforme qui dise qui est honnête, mais de refavoriser la fiabilité de l'information. Ça, c'est un enjeu majeur. Oui, il y a eu des journalistes agressés en France pendant qu'ils exerçaient leur travail. Vous dites, au fond, la France n'est pas l'exemple parfait, loin de là.
Non, alors si on compare Oui. à la Turquie, etc., parce qu'on se retrouve dans une situation aujourd'hui où on a parfois des États autoritaires ou despotiques qui, critiquant des États démocratiques, laissent à penser que c'est un peu la même chose. Non, ça n'est pas du tout la même chose. Néanmoins, en France, il y a des sujets divers, des pratiques de violence policière qu'on a abondamment dénoncées, et aussi une violence qui parfois peut venir de franges de la population. Et ça a été, ces dernières semaines, un photographe à Reims, du journal L'Union, qui a été laissé pour mort alors qu'il venait faire des photos après des bagarres dans une banlieue, ou plus récemment encore, une journaliste en Bretagne qui a vu des boulons de ses roues de voiture retirés, la mettant ainsi en danger. Et c'était une menace de plus sur elle, qui en avait déjà reçu beaucoup d'autres. Oui. Donc, récemment, en France, la presse quotidienne régionale, elle a fait passer une tribune dans les journaux unis pour s'inquiéter, s'alarmer et dénoncer cette montée des périls sur des journalistes individuels. En Ardèche, il n'y a pas très longtemps, sur un marché, une caméra de France Télévisions, l'équipe de télévision reçoit des coups de poing. Voilà comment on reçoit les journalistes parfois. Oui, je vous remontre ça. C'est l'album pour la liberté de la presse. Magnifique photo de Jacques-Henri Lartigue. Un slogan pour cette journée mondiale. Je l'ai entendu, Christophe, c'est le journalisme, c'est le vaccin. Et il ne faut pas le bloquer. Il faut même le propager le plus possible et faire en sorte de le développer, ce vaccin contre la désinformation qu'est le journalisme. Merci Christophe Deloire d'avoir été notre invité.